Téléspectatrices, chers téléspectateurs, bonjour et ravi de vous retrouver une fois de plus pour ce 5e numéro de Actu 7. Actu 7, c'est comme vous le savez, ce magazine avec un regard rétrospectif sur l'actualité qui a rythmé la semaine écoulée. Et avec moi pour cet exercice, Alex Berrio-Momra. Bonjour. Bonjour Robert. Georges Aboké, ravi de vous retrouver. Oui, très content de me retrouver sur ce plateau pour faire le point de l'actualité de la semaine écoulée. Aziz Adewale, bonjour. Bonjour Robert. Et comme il est de tradition sur Actu 7, il sera question de commencer par le fait de la semaine. Et la destination du fait de la semaine, c'est le Zimbabwe. Zimbabwe où Emmerson Mnangagwa est aux commandes de ce pays depuis quelques jours. Et ceci après que son prédécesseur Robert Mugabe en ait fait voir de toutes les couleurs. Plus de peur que de mal finalement, nous dit Alex Berrio-Momra. Depuis le coup des forces militaires du 6 novembre dernier au Zimbabwe, c'est une vraie fresque émotionnelle que le pays a offert et même vécu. Tout commence par ce coup d'État au tapis rouge. Le chef de l'État est assommé dans un premier temps, puis sur un sursaut éclair et à la surprise générale, on le voit présider comme si de rien n'était une cérémonie de remise de diplômes. Ceux qui ont chanté très tôt la victoire virent au vert pâle, pétris de crainte. Entre-temps, on négocie la sortie du père de la nation, mais celui-ci reste droit dans ses bottes et oppose une fin de non-recevoir aux exhortations à profiter généreusement d'une retraite paisible. Et puis, entre en piste la ZANU-PF, le parti au pouvoir, avec son coup de massue. Le héros national est déboulonné de son piédestal. Le combattant Robert encaisse, chancelle, mais refuse de tomber. Il s'offre même une autre sortie publique, cette fois à la télé. Il promet le changement. Rien ne sera plus comme avant. Il va même jusqu'à annoncer le congrès du parti dont il n'est plus le chef et qu'il présidera personnellement. On croit rêver, sauf Oncle Bob. On sait les militaires endurants, mais jusqu'à quand s'interroge-t-on? C'est vrai qu'ils ont peur d'assumer un coup d'État, qu'ils refusent d'ailleurs de nommer comme tel. Et puis, vint le Parlement pour siffler la fin du match, le dernier virage d'un règne de 37 ans. Mais là encore, Robert Mugabe ferme les yeux et bouche les oreilles. Il appelle Mnangagwa, qu'il a limogé 2 semaines plus tôt, à venir écrire avec lui la suite du scénario. Mais le Parlement ne lui accordera plus de sursis, Mnangagwa non plus d'ailleurs. Le débat sur la destitution pure et simple bat son plein quand un message de Robert Gabriel tombe. La suite, on la connaît. Clameur dans l'hémicycle, fin de l'acte et rideau sur la scène. Le Zimbabwe aura transpiré, mais tout est bien qui finit bien finalement, plus de peur que de mal. Formidable Bob. Voilà, on sort de loin avec cette situation au Zimbabwe. Dimanche dernier encore, le président Robert Mugabe, dans sa sortie, promettait d'organiser un congrès. Mardi, sa démission a été formalisée et vendredi dernier, Emmerson Mnangagwa prêtait serment. On sort vraiment de loin avec cette situation du Zimbabwe qui aurait peut-être pu se passer autrement, Alex Berrio-Momra. Je ne suis pas très sûr, Robert, que ça aurait pu se passer encore autrement. Vous savez, oui, la situation a été suffisamment haletante pendant les 2 dernières semaines au Zimbabwe. Mais il va de soi que le président Mugabe, tout était vraiment fini pour lui. Il devait partir, c'était simplement le temps, comment il va partir. Il avait perdu le soutien de l'armée. Il avait perdu le soutien du parti. Je peux même dire qu'il a perdu le soutien de la population, puisqu'on demandait qu'il... Donc, par conséquent, je pense que tout était fait pour que... Maintenant, c'était une question de temps. Je pense qu'on a ménagé le vieux. Il y a quand même des états de service, pour ne pas dire des états de guerre importants. C'est un héros. Donc, je pense qu'on peut reconnaître qu'à ce niveau, le Zimbabwe a mené la partie d'une certaine manière, mais... je pense qu'il faut saluer cet aspect, sinon ça n'aurait pas pu changer autrement. Georges Aboké, timing et puis dénouement prévisible? Oui, les choses sont parties d'abord par ce coup de force. Hein. C'est un coup d'État et il ne faut pas lui donner un autre nom. Seulement que, bon, les militaires, ils ont refusé de prendre le pouvoir. Le pouvoir a vacillé. Et je pense que Robert Mugabe a essayé à un moment de voir s'il pouvait encore tenir la route. Dimanche dernier, quand il s'est adressé au peuple zimbabwéen, bon, je pense qu'il a essayé de prendre la température qui prévalait.
Et puis, il a dû finir par comprendre que, bon, il valait mieux lâcher la chose. De la sagesse pour Robert Mugabe, Aziz? Enfin, de la sagesse, je crois qu'il a plutôt été contraint à s'en aller. Sa sagesse, justement, aurait été mise en exergue si, au départ, ayant flairé avoir été lâché par ses principaux soutiens, qu'une décision, justement, de départ a été rendue publique à ce moment-là, oui. Mais bon, là, il a été vraiment obligé de partir parce qu'il a été mis dos au mur. Mais Georges Abouké, vous parliez tout à l'heure de coup d'État, même si les militaires sont restés formels en refusant cette appellation. Mais est-ce qu'à froid, on peut parler de coup d'État finalement? Dès l'instant où les militaires interviennent pour changer l'ordre des choses, c'est un coup d'État, puisque il y a dans les textes fondateurs qu'on appelle ça, du Zimbabwe, un certain nombre de dispositions qui permettent d'organiser le changement, l'alternance, etc. Donc si les militaires interviennent, et qu'il change l'ordre des choses, ça n'a pas une autre appellation, même s'il n'y a pas eu effusion de sang, même si on n'a pas senti la force, mais il y a quand même une force militaire qui a eu à intervenir. Pour autant, je voulais dire, pour autant, le pouvoir n'a pas vacillé, hein, parce que le pouvoir du président Mugabe a été mis entre parenthèses, n'est-ce pas? Mais le pouvoir est resté tenu. Personne n'a bougé quelque part, les militaires contrôlaient tout. Il y avait les affaires courantes qui se déroulaient normalement, mais au plan politique, c'était figé, c'est vrai, le grand chef n'était plus là, mais ils n'ont pas voulu simplement prendre, comme dit Georges, prendre le pouvoir, parce qu'ils ne voulaient pas faire le coup d'État, c'est-à-dire enlever quelqu'un pour s'asseoir eux-mêmes. Mais pendant cette transition, on ne peut pas dire quelque chose a bougé sur l'édifice zimbabwéen, moi, je crois. Oui, parce qu'on s'est habitué au coup d'État où bon, l'armée dégage le président en exercice et puis place un militaire. Là, on n'a pas eu un militaire qui s'est installé. Et c'est très subtil d'ailleurs. L'armée a été subtile. Finalement, je crois que c'est l'armée qui a beaucoup appris des stratégies politiques auprès du président Mugabe, parce que l'armée a très bien joué. Pour ne pas tomber dans les sanctions de la communauté internationale, l'armée a poussé le président Mugabe à rendre sa démission. Et immédiatement, dès que la démission est rendue, on ne peut plus parler de coup de force, puisqu'il a lui-même quitté le pouvoir. Et puis il y a eu cette collaboration, je vois pour une fois, entre les militaires et les politiques. Parce que là, il y avait une véritable concertation, ou en tout cas une entente entre le parti au pouvoir et les militaires. Donc là, cette synergie a permis, c'est pour ça que je dis que le pouvoir zimbabwéen est resté solide, a permis que rien ne chancelle. Le parti politique au pouvoir et l'armée conjuguaient le même verbe, simplement le départ de Mugabe est en douceur. Donc, mais finalement, en conclusion, quel regard est-ce qu'on peut porter de cette situation burkinabé? Zimbabwe. Zimbabwe. Oui, il faut dire que Robert Mugabe ne sort pas des rangs de ce qu'on appelle les pères de l'indépendance. Il a participé aux luttes armées pour récupérer l'indépendance. Et puis ensuite, bon nombre des pères de l'indépendance ou bien des pères des nations, comme on dit, sont restés, ont eu une longévité au pouvoir. Et lui, il n'a pas échappé à cette règle-là, seulement que parmi eux, il y a quelques-uns qui ont cédé le pouvoir. Je prends par exemple le cas de Senghor au Sénégal. Il y en a d'autres qui sont morts au pouvoir. Je prends celui de Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Et puis, bon, dans quelle situation se trouvait Robert Mugabe? Peut-être qu'attendait-il de continuer jusqu'à la mort, seulement que les choses ont changé. Les données ont changé, les peuples n'acceptent plus ce genre de longévité. Là. Un jeune homme qui a 30 ans aujourd'hui, zimbabwéen, c'est vrai, il sait que Robert Mugabe a participé à mettre en place l'indépendance du pays, mais il a envie, peut-être, il a des aspirations. Et donc, il faut pouvoir s'adapter à l'ère du temps. Mais était-ce finalement l'âge de Robert Mugabe qui posait problème ou la durée au pouvoir? Les deux à la fois. Plus l'épouse. Plus son épouse, Grace Mugabe, qui finalement ne deviendra jamais présidente de la République comme elle l'aspirait. Elle a très mal joué et elle aurait eu l'esprit de
de celle qui avait été première dame avant, parce qu'on rappelle quand même que le président Robert Mugabe a eu une épouse d'origine ghanéenne qui était dans l'humanitaire et bien sûr qui était très aimée des populations et qui était effacée. Et complètement détachée du pouvoir. Complètement détachée du pouvoir, c'est-à-dire qu'elle aurait évolué dans le même format qu'un autre destin lui aurait peut-être été réservé aujourd'hui. Mais les enseignements qu'on peut tirer, c'est que, comme ça a été le cas pour le président Mugabe, il y aura d'autres Grace Mugabe sur le continent qui vont précipiter la chute de leur époux. Si ce n'est pas l'épouse, c'est des fois le fils ou les fils. Mais faut dire néanmoins que la situation au Zimbabwe a quand même créé, je pourrais dire, un précédent. Un précédent parce que ça a presque ouvert une sorte de boîte de Pandore. Parce que là, on a laissé l'armée s'introduire dans un domaine qui n'est pas le sien, la politique. Et en ce moment, il n'est pas évident que l'armée va se départir de la politique politicienne. Et il faut regarder dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, comment est-ce que cette présence ou cette influence de l'armée par rapport à la transition qu'on a vécue va peser sur la gestion du pouvoir de Mnangagwa. Ça va être intéressant à observer. Ça ne sera pas du tout gratuit. Je ne suis pas très certain que ce sera gratuit. Alors là, c'est pour dire que l'armée doit rester républicaine dans son coin, défendre le pays, le territoire du pays. Mais ici, l'armée a joué un rôle politique. Et ça, ce n'est pas tout le temps que ça arrive. Par conséquent, quelque part, je pense que, entre autres choses qu'il faut voir dans cette situation qui vient de cette ère, ce nouvel ère au Zimbabwe a cette clé de lecture qu'il faudrait intégrer dans les paramètres du paysage géopolitique local au Zimbabwe. Et puis, on a le nouvel homme fort du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, qui, dans son discours, a fait un certain nombre de promesses. Est-ce qu'à votre avis, il serait en mesure de les tenir? Quand on prend le pouvoir en ce moment, on a intérêt à rassurer tout le monde. D'abord, tout le monde a salué. Bon, on voulait que Mugabe, n'est-ce pas, passe la main, il s'est fait. Maintenant, tu arrives au pouvoir. Bon, mais il faut quand même dire que c'est l'homme du sérail. Il n'est pas nouveau. Il était le vice-président. Il est dans la lutte avec Mugabe depuis très longtemps. Il est du régime. Alors, il connaît les éléments, mais la façon dont il a diffusé ces messages positifs, création des emplois, lutte contre la corruption, garantie des investissements extérieurs. Il a même dit qu'il va presque rendre leur terre aux Blancs. Aux Blancs. Donc, aux fermiers blancs. Faut maintenant voir. Dans un premier temps, c'est peut-être pour rassurer tout le monde. Mais sur le plan concret, on peut se demander, quand on voit le niveau économique dans lequel le Zimbabwe est arrivé, est-ce que c'est demain, la veille, qu'on va trouver des emplois pour tous ces jeunes qui sont à la demande d'emploi? Et quand 2 ans après, ils ne vont toujours rien voir venir, alors on va commencer à... Donc c'est bien beau de donner des gages, de promettre, mais il faut faire quand même attention, me semble-t-il, quand on y va. Il y a un signal qui a été lancé par le nouveau président, l'arrestation du ministre des Finances, proche de Grace Mugabe. Certainement que c'est pour essayer de donner des gages de changement, mais peut-on véritablement changer quand on est un compagnon de lutte du vieux Mugabe? Et ça pourrait peut-être même être une chasse aux sorcières qui commence comme cela, parce que d'accord, c'était un allié de Grace Mugabe, d'accord. Mais à travers ça, on va davantage voir, au lieu de la lutte contre la corruption, peut-être des combats politiques à l'intérieur de la Zimbabwe qui existent. Parce que le leadership, tout le monde se battait pour le leadership après Mugabe. Bon, Mnangagwa est la suite de Mugabe, bon, ça va moi, je pense là comme des promesses de campagne, parce qu'il ne faut pas oublier que normalement, on doit aller vers l'organisation de nouvelles élections. Et pour moi, il le dit, pour moi, c'est comme s'il était déjà en campagne. Sinon, comment pourrait-il agir de cette façon en quelques mois? Il a, je crois, 90 jours. Oui, 90 jours pour organiser des élections. En 90 jours, on ne règle pas tous ces gros problèmes-là. Donc, pour moi, il est déjà en campagne. Et donc, il faut prendre cela comme des promesses de campagne. Et puis, on verra bien ce que ça va donner. Effectivement, il se positionne déjà comme le candidat de la ZANU-PF. Donc, même si, officiellement,
je crois que le Congrès ne l'a pas encore désigné, même s'il est le président du parti. Mais c'est que dans les dispositions du parti, le président du parti est automatiquement le candidat du parti. Et dans le contexte actuel, ce n'est pas le MDC qui va battre l'eau. Il est suffisamment affaibli sur le parti d'opposition. Donc c'est le ZANU-PF qui restera au pouvoir et c'est Mnangagwa qui va prendre tout simplement la succession de lui-même cette fois-ci. Dans tous les cas, c'est un pays qui a besoin de réformes. D'énormes réformes dans pratiquement tous les domaines. Et parlant réforme, justement, si aujourd'hui, pendant ces 3 mois, il avait 2 ou 3 chantiers forts, quels seraient-ils? Ce serait de rétablir, pour moi, l'ordre des choses, comme tout à l'heure disait Alex, faire en sorte que l'armée reste dans les casernes, rendre comment je vais dire ça, rendre la société zimbabwéenne j'allais dire, la normaliser, faire en sorte que toutes les émotions qu'on a eues pendant ces 2 semaines-là s'en aillent et que le pays réapprenne à marcher, j'allais dire, normalement, mais avec avec une nouvelle tête comme président. Et un signal fort aurait pu être donné s'il associait à son gouvernement qui a attendu les jours qui suivent là, l'opposition. Mais on sait bien que les caciques du Zimbabwe ne veulent pas du tout partager le pouvoir pour l'instant. Or, en tant que chef, il pourrait bien montrer cette ouverture et ce sera encore mieux pour lui-même et mieux pour la communauté internationale qui regarde. Et c'est curieux quand comme même. chantier, c'est un bon chantier. Et c'est curieux comme l'opposition, parce que Morgan Tsvangirai, c'est vrai que ces derniers temps, il est affaibli par la maladie. Mais bon, ils se sont pris à penser que la ZANU-PF allait les associer à la gestion du pays parce que les députés de l'opposition ont été emmenés à voter en faveur de la destitution, de la motion de défiance du président. Il faut voter autre chose. Hein, Mais justement, ils ont quand même été un peu naïfs. La ZANU-PF a l'intention de gérer le pays et pleinement. Hein. C'est vrai qu'il y a des soupçons d'ouverture, mais il faut quand même attendre de voir. On verra bien pendant les 90 jours. Est-ce qu'on va assister à la mise en place d'un gouvernement dit d'ouverture, comme on le voit ailleurs? Bon, la question est posée. Et en ce qui concerne Robert Mugabe, quel est le schéma relationnel que vous entrevoyez entre Emmerson Mnangagwa et puis son ancien mentor? Mais dans son discours, quand même, j'ai retenu quelque chose. Il a rendu hommage au président Mugabe en tant que père de la nation, un vieux combattant qui a donné de sa vie pour libérer le pays. Bon, parfois, on se demande un peu s'il n'y avait pas une once de cynisme. Mais par la même occasion, c'est vrai. C'est vrai que le président Mugabe est un vieux lutteur, un père fondateur du Zimbabwe indépendant. Mais maintenant, est-ce que dans les conditions actuelles, les rapports entre les deux hommes sont tels que le mentor, l'ancien mentor, puisse donner des conseils et toujours intervenir dans les choix et peut-être pour influencer les choix de son successeur qui lui a succédé dans les conditions que l'on sait. Bon, enfin, ce sont des interrogations. Oui, mais le président Mugabe, je pense que maintenant il a bien compris qu'il devrait se reposer et je pense qu'il ne représente plus un danger. Hein. Donc par conséquent, le nouveau chef de l'État qui a tout le pouvoir, il a tout simplement en train de montrer comme tout grand chef, n'est-ce pas? Il est chef et il y a celui qui, même s'il ne lui a pas donné le pouvoir comme il aurait souhaité, il ne lui a pas cédé cela, mais après, je pense que les relations devraient être normalisées d'abord de par l'âge du vieux, de deux, parce que c'était quand même son patron, et de tant qu'il restera dans son coin, qu'il n'essaiera pas de manipuler quoi que ce soit, je pense que normalement, il devrait lui rendre les hommages et donner une couleur à ce qu'il a dit publiquement lors de sa prestation de serment. Georges Aboké, un dernier mot sur ce chapitre avant de passer au suivant? En tout cas, moi, j'attends les élections. J'attends la façon dont les élections vont être organisées, même si l'on sait que la ZANU-PF, dans les starting blocks, occupe la première place. Mais bon, je voudrais voir comment est-ce que le processus va continuer de se déployer, de se dérouler, jusqu'à ce que l'on ait une élection démocratique. Voilà.
Alors nous abordons à présent le deuxième chapitre de cette édition qui sera relatif à la situation d'esclavage décriée en Libye. Un reportage de CNN a fait état d'une situation d'esclavage en Libye, défrayant la chronique, un certain nombre de réactions à ce sujet et le prochain sommet Union africaine-Union européenne se penchera justement sur ce sujet. Retrouvons-nous après cet élément. Ils auraient pu être vendus comme esclaves en Libye, comme les autres Noirs. Les 151 migrants ivoiriens rapatriés et accueillis lundi soir à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan ne vivront heureusement pas ce cauchemar. En effet, dans le cadre de l'initiative Union européenne, Organisation internationale des migrations, le gouvernement ivoirien a organisé cette opération de retour humanitaire volontaire de migrants ivoiriens en application d'une décision du Conseil des ministres du 16 novembre dernier. Entre-temps, la traite négrière en Libye révélée par CNN continue de nourrir protestations, indignation et colère en Afrique et chez les Africains. Artistes, sportifs, médias, manifestations spontanées. Les gouvernements africains réagissent enfin. Le cas du Niger qui a convoqué l'ambassadeur libyen et demandé l'inscription du sujet au prochain sommet Europe-Afrique en Côte d'Ivoire. Le cas de l'Union africaine aussi, dont le président en exercice annonce la question au centre des débats du sommet de janvier 2018. Pour Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, qui s'est dit horrifié, il ne pourrait s'agir ni plus ni moins que d'un crime contre l'humanité. Le gouvernement de transition libyen, siégeant à Tripoli, se défend de pratiquer ou laisser pratiquer l'esclavage et annonce l'ouverture d'une enquête. L'ONG Amnesty International marque son étonnement et s'offusque carrément devant tant d'hypocrisie. Selon son directeur Afrique de l'Ouest et du Centre, tout le monde fait comme s'il découvrait le phénomène seulement aujourd'hui, après le reportage de CNN, alors que tous les centres de pouvoir, politiques et diplomatiques en Afrique comme en Europe, sont alertés depuis longtemps par les ONG sans malheureusement être suivis. L'ambassadeur de Libye au Cameroun émet des doutes sur l'authenticité des vidéos diffusées dans le reportage de CNN en fin de semaine dernière. C'était au cours du point de presse qu'a donné Mohamed Kitouni le jeudi 23 novembre dans les locaux de l'ambassade de Libye au Cameroun à Yaoundé. Mohamed Kitouni a demandé à ce que des enquêtes soient menées pour confirmer que les faits décriés dans le dit reportage se passaient effectivement en Libye. Une position qui a embarrassé des membres de l'association Non à l'esclavage au XXIe siècle présents dans la salle. Nous avons entendu des personnes s'exprimant en arabe. CNN qui a produit ce reportage est quand même une source crédible. Il ne peut y avoir de fumée sans feu. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond quelque part. L'ambassadeur de Libye au Cameroun a toutefois affirmé que les autorités libyennes prenaient au sérieux les informations relatives à l'exploitation des immigrés illégaux par des criminels qui se dérouleraient actuellement dans son pays. En condamnant fermement ce genre de pratiques inhumaines, contraires à la culture du peuple libyen, dans un communiqué rendu public à cet effet, l'ambassadeur de Libye au Cameroun a promis des représailles aux commanditaires de ces actes odieux une fois l'enquête terminée et a annoncé le rapatriement dans les prochains jours de 600 personnes ayant affirmé d'être des ressortissants camerounais et recensés dans la capitale libyenne, Tripoli. Rapatriements qui viendront compléter ceux engagés par l'Organisation internationale pour les migrations depuis le mois de juin 2017. L'ambassadeur a par ailleurs pointé du doigt les autorités tchadiennes et nigériennes qui ont des contrôles dans les frontières et donc peuvent arrêter les migrations, contrairement à la Libye qui est une zone d'insécurité et de non-droit depuis la chute de l'ancien guide libyen Mohamed Kadhafi en 2011. Alors, que vous inspire cette traite négrière organisée par les Africains eux-mêmes en plein 21e siècle? Enfin, j'ai envie de dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Simplement que là, on a une situation qui est mise en lumière par un afflux de migrants qui est certainement plus important. Parce que, comme elle l'indiquait tout à l'heure, Carole, dans son reportage, du vivant de Muammar Kadhafi, c'est vrai qu'il y avait des problèmes de migrants qui essayaient de passer par la Libye, mais ces problèmes-là étaient quand même contenus. À son niveau, il y avait des dispositions qui étaient prises. Et le président Déby, il me souvient, avait prévenu que
la chute de Kadhafi allait entraîner de graves conséquences. Et parmi ces conséquences-là, nous avons la crise des migrants qui prend de l'ampleur. Il aurait fallu composer avec Kadhafi pour continuer avec les outils qu'il avait de gérer la situation. Rien de nouveau sous le soleil pour Aziz. En fait, il faut prendre la disparition de Kadhafi comme la déstabilisation, la désintégration de la Libye. La Libye, Kadhafi peut-être aurait pu disparaître sans que la Libye ne se désintègre de cette façon-là, mais c'est que les deux sont partis en même temps avec les frappes de l'OTAN. Et donc, Kadhafi, un homme fort qui s'en va, le pays, la Libye, qui se désagrège totalement et qui ne maîtrise plus rien. Et donc, moi, je souris un peu quand j'ai vu l'ambassadeur de Libye au Cameroun dire qu'il faut une enquête et tout ça, c'est qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe dans son pays, ou bien il veut, c'est une façon de gagner du temps. Mais une chose est claire, c'est que tout ça a lieu parce que le pays qui sert comment je vais dire, d'espace pour cela, eh bien, est désintégré. Mais je suis un peu gêné. Gêné pourquoi par rapport aux déclarations de l'ambassadeur de Libye au Cameroun, parce que dire qu'il a des doutes, parce que c'est ce que je retiens d'abord, qu'il a un peu de doutes par rapport à cette vidéo de CNN. Je pense qu'il ne peut pas dire que ce qui se passe, ou alors ce que CNN a révélé, c'est vraiment un montage. Donc là-dessus, je pense que sous réserve de ces informations, parce qu'il est ambassadeur, je pense quand même à ce niveau, il ne devrait pas mettre toute l'opinion internationale en le disant, même son ministre des Affaires étrangères d'ailleurs, il ne répercute que ce que Tripoli, ceux qui sont basés à Tripoli ont dit, à savoir l'ouverture d'une enquête. Mais une fois de plus, on ouvre toujours une enquête, déjà c'est dire aux gens que vous vous intéressez à ça. Mais avant même que le pays lui-même n'ouvre l'enquête pour savoir exactement ce qui se passe, on ne peut pas nous dire qu'ils ne savaient pas ce qui se passe. Sinon, on ne maîtrise pas grand-chose. C'est vrai qu'ils peuvent dire qu'ils ne maîtrisent pas quelque chose de côté du maréchal qui est de l'autre côté. Mais de là à penser qu'on ne sait pas ce qui se passe, alors que les ONG décrivent ça tout le temps. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est de l'hypocrisie à grande échelle, partout. Mais des pays comme la Côte d'Ivoire et puis des organisations comme l'Union africaine ont demandé aussi qu'il y ait des enquêtes. Bon, alors, donc ce que je voudrais dire, c'est que de façon globale, personne n'est ignorant de ce qui se passe. Personne. Parce que là, une fois de plus, il nous souvient que dans cette rédaction, nous avons fait l'écho de ce que les ONG ont diffusé comme communiqué relativement à ce qui se passe en Libye. Donc on ne peut pas dire que ce que les ONG et que les médias ont rapporté n'est pas connu. On ne peut pas dire que les ambassadeurs des pays africains qui sont à Tripoli ne sont pas au courant de tout ce qui se passe. Quand on dit ce qui se passe entre la Méditerranée et tout ça. Donc l'enquête ne vise pas simplement à savoir comment les gens meurent dans la Méditerranée. Mais ils doivent certainement savoir exactement que tout le monde n'est pas en train de mourir à la Méditerranée. Il y a d'autres secteurs de trafic. Ça ne peut pas être ignoré. Donc tout simplement, on s'est voilé les yeux. Aujourd'hui, ça éclate au grand jour parce que les médias s'en ont occupé. Et bien, voilà la situation. Et puis, ce n'est pas tous les migrants qui vont, qui ont envie d'aller de l'autre côté de la Méditerranée. Il y en a qui vont en Afrique du Nord pour chercher à travailler. Mais alors, on parle d'enquête. Que peut dire de plus une enquête comme celle-là? Mais écoutez, l'enquête, c'est certainement pour gagner un peu de temps, comme disait Alex. L'enquête va certainement établir qu'il y a des réseaux mafieux un peu partout. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, Interpol a arrêté un réseau de trafiquants de migrants qui partaient du Nigeria, du Cameroun. Je crois qu'il y a 4 ou 5 pays de la région qui sont cités, des migrants qui avaient leurs tentacules, qui opéraient dans tous ces pays-là. Mais écoutez, ce n'est pas possible de nous laisser croire que les informations qui sont aujourd'hui rendues publiques n'étaient pas parvenues, par exemple, à travers les services de renseignement. Il y a la police internationale qui a les moyens de recouper certaines informations. Je crois que tout est su. Et puis les pays du Sahel servent
dans les pays du Sahel, il y a des passeurs, des ressortissants maliens, guinéens, un peu de tout, nigérians qui servent de passeurs. Et bon, c'est un phénomène qui a explosé, qui pend au nez de tout le monde, mais qui a pris le temps de s'installer. Et il faut donner des gages à la communauté internationale. Hein, c'est-à-dire qu'il faut bien que certaines personnes se présentent devant la justice, donc il va falloir mettre la main. Peut-être que ce ne serait que les hommes de main, n'est-ce pas, étant donné que les vrais mandataires sont peut-être à d'autres niveaux, mais il va falloir mettre la main sur un certain nombre de personnes, les présenter au tribunal ou à la Cour pénale internationale. Ce n'est pas l'État libyen qui n'est que, en ce moment, tout le monde sait dans quelle situation l'État est, mais d'ailleurs qui, là-bas, ce n'est pas un chef d'État, ce n'est pas un chef de gouvernement, ce n'est pas un ministre, mais ceux-là même qui sont sur le terrain, c'est à ça que ça sert. Mais en vérité, on ne peut pas dire, nous ne voulons pas dire ici que le gouvernement, quel qu'il soit, même une faction de gouvernement en Libye, est responsable de ce qui se passe. C'est pas ce que nous sommes en train de dire. Mais nous sommes en train seulement de dire que l'État libyen ne pouvait pas ignorer, ou les groupes qui gouvernent la Libye aujourd'hui ne pouvaient pas ignorer ce qui se passe à l'intérieur des territoires. Et que même nos propres gouvernements, également à travers les représentations diplomatiques et les autres réseaux de renseignement, Interpol et tout le reste, et le cri des ONG, que tout ça n'a pas été connu et perçu à l'UA, à l'UE et partout. Et parlant UA-UE justement, un sommet s'ouvre à partir de ce mercredi entre les deux parties, entre l'Union africaine et l'Union européenne. Qu'est-ce que cela peut donner? Oui. Ça va donner, il y a eu déjà des sommets, là, il n'y a pas longtemps. Il y a eu le sommet de Paris, je crois. Il y a eu le sommet de l'Union européenne, etc. Bon, ben, on verra ce que ça va donner. Moi, je ne peux pas présager de ce que cela va donner. Peut-être qu'on va donner un peu plus de moyens aux pays africains pour qu'ils fixent leur jeunesse. Et de toute façon, les réactions au niveau de l'Union africaine et tout ça se sont faites entendre. Et certains États africains, après les coups de gueule de certains leaders d'opinion, de chanteurs réputés comme les Alpha Blondy, d'animateurs comme Claude Issard, etc. C'est après ces sorties-là que certainement dans l'entourage des chefs d'État africains, on s'est dit non, il faut faire quelque chose parce que leur silence était quand même assourdissant. Et puis il faut pouvoir regarder le type de relation qu'il y a entre les pays d'Afrique du Nord et les pays d'Afrique au sud du Sahara. Il y a quelque chose sur lequel il faut porter un regard un peu plus insistant. Voilà. Alors, je suis en train de vouloir dire que quand les chefs d'État et de gouvernement décident de se retrouver sur un sujet, ça ne peut être qu'important. Donc, qu'un sommet en marge du sommet UA qui est prévu, à Abidjan, à partir de mercredi prochain, puisse s'occuper de cette question ou discuter de cette question, soit ça se tient bonjour, on ose espérer que des décisions importantes pour traquer la situation et trouver des solutions vont en ressortir. Mais ce que je voudrais dire là encore, c'est un sommet dans un sommet. De toute évidence, cette question, en tout cas, apparemment, n'était pas au centre des débats prévus pour le sommet d'Abidjan. Donc ce ne sera qu'un sommet. C'est vrai que cette question peut peut-être éclipser l'agenda ordinaire, ou en tout cas prendre une bonne partie, mais nous pensons que par rapport à l'envergure de la question, l'importance de cette question, au plan humanitaire, c'est un sommet pour lui-même, c'est-à-dire en tant que médiatique, mérite d'être convoqué. Que ce soit l'Union africaine, qui me semble, en programmant cette question pour le prochain sommet de l'Union africaine en janvier, c'est trop loin de notre point de vue. Et que ce soit discuté dès à présent à Abidjan, c'est une bonne chose, mais pourquoi pas un sommet spécial sur la crise migratoire africaine par les Africains, avec des conditions telles que, même si on a besoin de tous les autres partenaires par rapport à cela. Et aujourd'hui, en termes de réaction, on a deux courants presque opposés de réaction. On a celui des passionnés qui estiment que c'est une nouvelle traite négrière, que c'est de la barbarie et que cela doit être décrié en tant que crime contre l'humanité. Et un autre courant qui appelle à nuancer un peu ce regard-là en disant que les migrants eux-mêmes, de par leur volonté, de par ce volontariat à l'exil, se mettent eux-mêmes en situation de difficulté.
Oui, mais est-ce que quelqu'un qui a décidé d'aller chercher, d'aller retrouver l'espoir ailleurs, d'aller retrouver une vie meilleure, doit être soumis comment dire ça, à cet esclavage-là? Moi, je dis non. Maintenant, peut-être qu'il faut regarder les causes, mais ce n'est pas parce que des jeunes gens ont décidé de partir de chez eux pour trouver de meilleures conditions de vie qu'ils doivent se retrouver dans ce genre de situation. Maintenant, il y a la question de savoir pourquoi ils s'en vont. Comment ils s'en vont? On a vu dans certaines de nos éditions la réaction d'un professeur de droit qui a dit que des fois, ces migrants se retrouvent avec 10 millions de francs CFA qu'ils doivent utiliser pour les différents passages et arriver en Europe. Pourquoi on n'utiliserait pas ces 10 millions-là pour créer ne serait-ce qu'une entreprise, une activité ici, et puis la faire fructifier? On a envie de poser la question également. On aurait posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui peut bien pousser de jeunes gens à braver les océans et tous les risques pour se rendre ailleurs? C'est parce que là-bas, justement, on leur vend peut-être du rêve. Certainement que dans la plupart de nos pays, quand même, il n'y a pas beaucoup d'efforts qui sont mis en œuvre. Il n'y a pas beaucoup d'efforts dans la mise en œuvre de projets qui permettent, par exemple, aux jeunes de se sentir considérés, de s'imaginer un avenir radieux dans leur propre pays. C'est parce que là-bas, on leur vend du rêve. Et puis, de toute façon, c'est clair. Nous, en Afrique, nous sommes dans des pays en voie de développement. Et puis, de l'autre côté, là-bas, on parle de pays développés. Donc, forcément, on dit que c'est mieux là-bas qu'ici. Ça, c'est la première chose. Maintenant, comment se fait-il qu'on arrête de rêver sur place ici? C'est de ça que parle Aziz. Moi, je suis d'autant plus surpris en ce qui me concerne, parce que la marée humaine qu'on observe en ce moment en Libye, j'avoue que sans ces images, sans cette crise migratoire, je n'aurais pas su qu'il y avait autant, n'est-ce pas, de jeunes Africains désespérés, qui veulent sortir. Mais tous les jours, nous avons les reportages sur ceux qui meurent dans la Méditerranée, n'est-ce pas? Alors, tous les jours, on voit les camions qui transportent cette marée. Donc, la Libye, non, enfin, le passage libyen, la voie pour sortir de nos pays est tellement autant sollicitée par nos jeunes, ça pose vraiment problème. Alors, pourquoi? C'est vrai, c'est la misère. Ça pose effectivement la question de notre organisation à l'interne pour faire en sorte, pour limiter, parce qu'il sera difficile de pouvoir dire que les jeunes gens ne s'évaderont plus. Non, l'aventure est humaine, n'est-ce pas? C'est dans l'ADN de tout homme. On se rappelle il y a quelques années, des jeunes, je ne sais plus si c'était des jeunes sénégalais qui s'étaient retrouvés pratiquement dans le moteur d'un avion. Ça a été un gros danger. Guinéens qui voulaient aller en Europe, se sont retrouvés dans le moteur. C'était un jeune de Guinée. D'un avion. C'était des jeunes Guinéens. Oui, ça veut dire qu'il faut même légiférer, prouver, même au plan des réglementations, de la création d'entreprises, pas seulement parce que, une fois de plus, l'emploi, l'État ne peut plus donner l'emploi à tout le monde déjà. Même les entreprises, par rapport à la situation économique d'un pays, ne peut plus. Ça veut dire que c'est l'auto-emploi. Alors donc, tout doit être organisé dans nos États pour qu'on trouve le moyen de promouvoir l'auto-emploi, donc de la formation pour tout le monde, de manière à ce que, avant de chercher même à partir, voir si, parce qu'on peut avoir cet argent, économiser un gain. Les jeunes qui sollicitent ça, parfois ils font le tour de la famille, les oncles, les cousines, les soeurs, ainsi de suite, avant de réunir tout cela. Or, s'il avait réuni ça et qu'il n'a pas de formation pour pouvoir développer lui-même quelque chose, cela veut dire que ce n'est pas seulement les jeunes qui ne croient plus en leur pays. Ça veut dire que même leur famille également, puisque c'est les familles qui donnent les moyens. Donc c'est globalement à ce niveau, vraiment tout le monde est interpellé. C'est là où ceux qui pensent qu'il faut peut-être regarder, c'est pas seulement en donnant ou en mettant les autres en accusation, mais regarder également chez nous et dans notre propre entourage, dans notre famille, pourquoi ne pas sensibiliser ceux qui, encore faut-il être au courant, parce que certains partent même n'informer leurs parents que quand ils sont déjà de l'autre côté. Alors, grande question quand même. Les pays africains, du point de vue économique, sont pratiquement tous en nette croissance, en progression. Si vous regardez les indices partout, il y a certains pays même qui frisent la croissance à 2 chiffres. Alors, pourquoi c'est à ce moment-là que
les ressortissants de ces pays-là s'en vont en masse. Moi, je prends le cas, par exemple, de la Côte d'Ivoire. Il y a une ville qui s'appelle Daloa, qui est dans le centre-ouest, qui est l'un des points de départ des migrants. Mais la Côte d'Ivoire fait partie, on cite la Côte d'Ivoire, peut-être qu'on aura le temps d'en parler, la Côte d'Ivoire fait partie des pays dont la croissance est bien lancée. Alors pourquoi c'est à ce moment-là que les ressortissants ivoiriens et puis des pays autour décident de s'en aller? Ça pose le problème de la redistribution des fruits de la croissance. Parce qu'en principe, si on a une croissance à 2 chiffres, et qu'on ne retrouve pas de coton dans les hôpitaux et qu'il n'y ait pas le minimum pour prendre en charge les gens qui arrivent aux urgences, parce que c'est dans la plupart de nos hôpitaux, un peu partout sur le continent. Comme repas, on donne des boîtes de sardines. Moi, j'ai vu voilà, ça. Et bien sûr. Et je suis un témoin. J'ai un proche qui était dans un hôpital que je suis allé voir. Je suis allé lui rendre visite il n'y a pas longtemps. Mais on lui a servi de la sardine et du pain. Voilà. On va peut-être arrêter sur ce sujet et puis passer au suivant. Parce qu'il sera question, justement, comme vous en parliez tout à l'heure... En souhaitant que les différents sommets qui s'organisent trouvent vraiment des solutions, des réponses aux questions que... Une interpellation. Et puis, il faut que les gens, il faut que les jeunes, il faut que les populations, les citoyens des pays croient en leur pays désormais. Il faut revenir à ça. Et pour y arriver, il faut que les dirigeants aient la capacité de faire rêver. Voilà, donc une interpellation claire faite aux dirigeants de sorte à fixer les jeunes et à les amener à ne pas leur vendre du vent en permanence. Et puis c'est une interpellation aussi aux pays développés. Pomper tout le temps les richesses des pays africains, ben voilà ce que cela crée des fois. Et donc, ils ne pouvons pas continuer de jouir des richesses des pays africains de façon, en tout cas impunément. Aujourd'hui, chacun va, c'est-à-dire l'explosion de ce genre de situation, eh bien, éclabousse tout le monde. Alors, nous abordons la 3e rubrique de cette édition, qui sera l'indice Mo Ibrahim, indice qui a connu un net ralentissement dans la progression de certains pays africains, même si on note que l'île Maurice reste le meilleur élève. L'élément est signé Georges Aboké. La progression de l'Afrique continue de se faire avec cette année 40 pays qui se sont améliorés en présentant des trajectoires particulièrement positives. Les plus en vue sont la Côte d'Ivoire, la Namibie, le Maroc, le Kenya et l'Égypte. Cependant, les progrès tendent à se ralentir et le score de la catégorie sécurité et état de droit, l'une des 4 catégories majeures constituant l'indice, est en net recul, notamment en raison de la recrudescence du risque terroriste qui crée une vraie détérioration. Or, cette insécurité fait obstacle au progrès en matière de développement humain et de gouvernance. Dans 15 pays, l'état de droit marque le pas. La catégorie sécurité et état de droit est le seul des critères de l'indice qui accuse une baisse sur les 10 dernières années. La détérioration de l'état de droit sur le continent s'est cependant ralentie ces 5 dernières années. Si la chute a été très forte entre 2007 et 2012, la courbe semble désormais se stabiliser. Sont notamment concernés le Burundi, la Libye ou encore la République centrafricaine. Le Cameroun compte également parmi les pays qui accusent une baisse forte de l'indice dans ce domaine. Le Niger recule lui aussi sur la sécurité et la violence politique qui s'y développe le fait chuter dans le domaine des difficultés liées aux droits humains. Depuis la création de l'indice, la catégorie concernant les droits de l'homme a atteint son plus haut score avec 49,4 sur 100. Sur les 10 dernières années, 35 pays ont vu leur indice grimper dans cette catégorie. La Gambie, elle, figure au bas du tableau selon un indice qui a été calculé avant la chute de Yahya Jammeh et son départ du pays en janvier 2017. À l'inverse, le Zimbabwe, tout en affichant un indice moindre que la moyenne observée sur le continent, s'inscrit dans une évolution positive entre 2007 et 2016. Voilà une excellente transition avec le sujet précédent. Georges Aboké, c'est quoi l'indice Mo Ibrahim? C'est un indice général qui évalue la gouvernance dans chacun des 54 pays africains. Mo Ibrahim, c'est un ingénieur africain, d'abord africain, mais qui porte la nationalité, anglaise aujourd'hui. Il est britannique. Mais il a regardé, il a observé les pays africains et bon, à la suite de cela, il a créé d'abord un certain nombre d'entreprises. C'est un ingénieur en télécommunications, il a créé des entreprises et il a gagné beaucoup d'argent.
et il a décidé de mettre une partie de cet argent à la disposition des pays africains, mais en mettant en place un indice avec plusieurs catégories, une centaine de catégories, notamment l'accès à l'information, l'investissement dans la santé, l'investissement dans l'éducation, tout ce qui doit permettre à un pays d'avancer. Mais la base, c'est la gouvernance, c'est la sécurité, et de plus en plus, on note un recul. Alors que dans les années précédentes, on avait constaté que les pays africains, justement, comme ils venaient de loin, ils avançaient assez rapidement. Et depuis quelque temps, il y a une sorte de recul. Comme on l'a dit dans le document qu'on a suivi, cela est dû à tous les problèmes d'insécurité qu'on a un peu partout dans les pays africains. Alors, par rapport à cet indice, Aziz? J'ai quand même été surpris par une conversation avec un confrère de Maurice, qui lui a été très critique, parce qu'il... Maurice, qui est justement le meilleur élève. Le meilleur élève. De cet indice. Il ne comprend pas pourquoi. Il pense qu'il y a de la complaisance, et son argumentaire repose sur des éléments clairs. Il dit qu'il a rencontré, je crois aux États-Unis, certains parmi les membres de ce jury, Mo Ibrahim, et il dit que les informations qu'il a recueillies auprès d'eux, parce qu'il a fait une petite enquête, étaient complètement décalées de la réalité à Maurice. Ça n'empêche pas, ça n'enlève en rien le mérite de Maurice. Mais pour lui, il y a des éléments que certains membres du jury Mo Ibrahim n'ont pas, et parfois ils viennent quasiment pas à Maurice. Oui, bon, il n'a pas tort de se plaindre, parce que, bon, il a été noté ces temps-ci, par exemple, à l'île Maurice, que la corruption a commencé à monter, mais elle n'a pas atteint le niveau de gangrène qu'on retrouve dans certains pays. Donc, les fondements de l'économie de l'île Maurice sont encore bien solides. C'est vrai qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais c'est peut-être, je ne vais pas dire bon, c'est le meilleur de toutes les façons. C'est-à-dire, dans chaque pays, il n'y a pas 100% tout ce qu'il faut pour avancer, mais c'est vrai que l'île Maurice traîne ses tares, mais ces tares ne sont pas aussi importantes que ce qu'on retrouve dans les autres pays. Ce qui est important, ce qui est intéressant dans cet indice, c'est d'abord quand même que c'est un indice qui a été mis en place par un Africain, il faut le dire. Donc il pense quand même à son continent, et disposer comme ça ou développer comme ça des outils, des mesures d'évaluation de nos performances dans tous les domaines, mais pour permettre au peuple de s'épanouir, c'est important. Et il faut quand même dire qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a personne qui est blanc comme neige. Non, il n'y a aucun pays qui est blanc comme neige. Mais je pense qu'il faut s'appuyer, on s'appuie sur les grands agrégats, n'est-ce pas, pour pouvoir évaluer. Quand on voit que sur un ensemble de pays, et en nous appuyant sur les grands agrégats macroéconomiques, et même de gouvernance politique et démocratie, alors qu'il y a un pays qui émerge, qui avance, on ne peut pas ne pas l'observer. Je ne connais pas exactement les critères qu'utilise la Fondation Mo Ibrahim, mais néanmoins, il faut dire que les experts qui y travaillent ne travaillent pas, certainement pas tout simplement, ils travaillent sur un certain nombre d'éléments documentés, me semble-t-il. En tout cas, il y a une centaine de critères, comme je le disais, qui prennent vraiment tout en compte, la gouvernance, l'investissement dans l'éducation, dans la santé, l'accès à l'information, parce que des fois, les journalistes, pour qu'ils puissent faire leur travail, il faut qu'ils aient accès à l'information. Il y a certains pays où il est impossible, il est difficile d'avoir accès à l'information, et tout ça, ça compte dans la gouvernance d'un pays. Et pour qu'un pays puisse avancer, il faut pouvoir investir dans chacun de ces domaines-là. C'est tout cela mis en place qui permet de parler de l'indice Mo Ibrahim et qui permet de classer les pays. Et au moins là également, c'est une évaluation que je pourrais dire endogène. Parce que là également, on ne va pas reprocher, parce que c'est très beau, nous aimons bien le dire, chez nous, que bon, c'est parce que les Occidentaux, oui, ils ont tous les Occidentaux ou c'est les autres, mais là, c'est un fils du terroir. Quand bien même il a pris la nationalité britannique après, mais c'est un fils du terroir. Il se regarde lui-même. Donc, on doit s'approprier ça et ça doit nous motiver
n'est-ce pas? Comme toute compétition, avoir, bon, j'ai envie d'atteindre telle étape, donc je pense que c'est important d'avoir, et d'ailleurs au plan politique, la Fondation a mis en place une récompense pour chef d'État qui passe démocratiquement le pouvoir. Rares sont... Il a eu à féliciter Robert Mugabe. Ouais. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a eu des moments, des années où donc le prix Robert n'a pas Mugabe pu... est éligible à cette récompense, parce que je crois que ça équivaut à... En tout cas, il a félicité. Il a été félicité, mais il faut dire qu'il y a eu des années où le prix n'a pas pu être attribué. Oui. Alors que c'est un prix important, 5 millions de dollars qu'on donne à un pays. Et puis ensuite, le lauréat, eh bien, chaque année, il bénéficie, je ne sais plus, de 200 000 dollars par an. Et ça, c'est personnel. Je crois que le dernier lauréat, c'était le Premier ministre du Cap-Vert. Oui. Enfin, jusqu'à présent, il n'a pas eu de successeur. Alors, ce qu'il attend, ce que cette fondation attend, c'est que les dirigeants africains fassent preuve de leadership véritable, soient des hommes d'excellence, des hommes qui tirent leur pays vers le développement. Bref, qu'il y a de la transparence, de la traçabilité, c'est-à-dire qu'il faut qu'on développe des économies, un environnement qui permette à l'Africain de s'épanouir. C'est à ça que ça sert. Donc, c'est tout cela. Parlant de développement, justement, il est question, surtout quand on écoute de plus en plus le président Adéoumi Adesina, il est question que l'agriculture prenne le pas et que l'autosuffisance soit une réalité. Et à ce sujet, justement, il y a eu en Côte d'Ivoire, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le salon de l'agriculture et des ressources animales qui se tient justement ici. Reportage, et nous nous retrouvons juste après. On arrive aujourd'hui en Côte d'Ivoire à proposer des produits cosmétiques dérivés du beurre de karité. Nous avons comme produit dérivé du beurre de karité, nous avons réussi à proposer des déodorants du beurre de karité. Ce qui n'a jamais existé en Côte d'Ivoire, c'est une première. On a l'habitude de voir des déodorants à base de produits venant de l'extérieur. Et aujourd'hui, en Afrique, vous savez que le beurre de karité, on le retrouve seulement que dans 19 pays africains. C'est un produit purement Afrique noire, du sud du Sénégal au nord de la Somalie. Et donc, toutes ces femmes aujourd'hui ont compris qu'il faut avoir une valeur ajoutée. C'est-à-dire ne plus exporter le produit brut, mais fabriquer des produits dérivés du beurre de karité. Donc là, nous avons un déodorant qui a une très belle senteur. Nous avons crème de massage qui est là. Nous avons la pommade pour les cheveux. Voilà. Il n'y a pas de produits additifs? Non, les produits additifs qui sont dedans, ce sont des produits locaux. Je vais vous donner un exemple. Moi, dans ma région, dans le Bunkani, j'ai la poudre de néré, j'ai la poudre de baobab en abondance, j'ai la poudre de feuilles de Nîmes, j'ai la poudre de feuilles de baobab, j'ai des essences chez moi qui viennent des écorces, des plantes. C'est ce que j'utilise pour faire, par exemple, mon savon, pour faire ma pommade de cheveux, pour faire ma crème de massage, pour faire mes savons, pour faire ma bougie. Hein? C'est une bougie. Ça c'est une bougie. Ouais, c'est une bougie. Quand vous l'allumez, ça fond. Et quand ça fond, vous avez de l'huile. Il y a la senteur qui prend la maison, qui parfume la maison, et l'huile qui est là, qui sert de massage. Le beurre de karité a toujours été utilisé dans le monde pour l'industrie cosmétique. Mais avant d'être utilisé pour l'industrie cosmétique, c'est une denrée alimentaire. Le beurre de karité brut qui sort de la production des régions là, c'est une denrée alimentaire. C'est pour ça que c'est utilisé dans l'industrie du chocolat. En remplacement, le beurre devient une matière grasse en remplacement du beurre de cacao. Donc c'est une denrée alimentaire utilisée pour les grillades avant de devenir une crème utilisée dans l'industrie cosmétique. Nous parlions tout à l'heure du président de la Banque africaine de développement, Akin-Oumi Adesina, qui fait justement la promotion de l'autosuffisance alimentaire par le développement agricole. À présent, nous allons parler de votre chaîne panafricaine, Label Radio et Télévision, qui, ce 21 novembre, donc mardi dernier, a célébré ses 100 jours de lancement de ses programmes.
rêve d'un homme est devenu réalité. La Belle Radio et Télévision a célébré 100 jours de diffusion ininterrompue. Si habituellement, un rêve est concrétisé par un individu, c'est qu'il a rencontré les bonnes personnes au bon moment. La maison panafricaine Nelson Mandela, la dernière des chaînes radio-télévisuelles au Gabon, est le fruit d'un homme surmotivé qui a rêvé d'une Afrique autre que celle que l'on veut bien nous montrer. Et seuls les Africains pourront montrer les belles choses que propose ce continent. Si ce projet pour les Africains et par les Africains paraît audacieux, les compétences pour y parvenir ne manquent pas. Ce projet, c'est le projet de chaque Gabonais, c'est le projet de chaque Sénégalais, c'est le projet de chaque Camerounais, c'est le projet de chaque Nigérian, c'est le projet de chaque Mauricien, c'est le projet de chaque Nigérien, de chaque Burkinabé, de chaque Togolais, de chaque Béninois, et j'en passe. C'est un projet pour l'Afrique, au service de l'Afrique. Ce n'est pas par hasard que nous avons choisi aujourd'hui d'inviter certaines institutions. Je pense à l'ANPI Gabon, l'Agence nationale de promotion des investissements du Gabon. Je pense à la Direction générale des droits, taxes indirectes. Je pense à l'Agence nationale des fréquences du Gabon. Sans votre concours combiné des uns et des autres, individuel et combiné, cela n'aurait pas été possible. Mais je voudrais également, au-delà de ça, rendre un hommage appuyé à l'ensemble de mes collaborateurs. Il s'agit tant du directeur général que du gardien ou de technicien de surface ou des ingénieurs, tout personnel confondu. Nous voulons offrir à partir du Gabon à l'Afrique, mais de l'Afrique au reste du monde. La Belle Radio et Télévision est un bâtiment de 5 étages, parfaitement agencé avec des installations futuristes pour des programmes de qualité, des programmes capables de faire de l'Afrique non pas un continent, mais un grand pays où toutes les cultures s'harmonisent. Tel un enfant qui grandit, la Belle Télévision peut compter sur de nombreuses opportunités qui lui sont proposées à travers des partenariats aussi bien au Gabon, en Afrique que dans le monde. Ça fait plaisir d'être ici, à Libreville, parce que c'est toujours un enrichissement de la démocratie quand on voit l'essor d'un nouveau groupe de presse. Je ne peux que souhaiter longue vie et plein de succès à la Belle TV et Radio. Écoutez, à Maurice, nous avons les traditionnelles agences de presse internationales. Et pour une fois, on aura du contenu fait par les Africains, pour les Africains. Donc on peut qu'accueillir avec joie cette diversité, cette nouvelle arrivée dans le paysage médiatique africain. En fait, on parle de l'Afrique, mais l'Afrique n'existe pas, c'est juste un concept géographique. Il y a 1000 Afriques, il y a 1000 perspectives, il y a 1000 sociétés, il y a 1000 langues. Et avec Internet, aujourd'hui, on a la possibilité de rapprocher les peuples, de faire travailler ensemble les journalistes de différentes parties de l'Afrique. Nous avons vu à travers le monde avec le phénomène des Wikileaks, comment un consortium des journalistes internationaux peut travailler ensemble et venir avec de grandes histoires pour l'enrichissement de la démocratie. La maison Nelson Mandela a été inaugurée par le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, le 14 août 2017 à Libreville, la capitale gabonaise. La Belle Radio et Télévision 100 jours, une chaîne panafricaine implantée en Afrique, faite par des Africains. Pour des Africains, un challenge, Alex Saberio Momra. Un challenge relevé, un défi relevé et correctement relevé. Et après les 100 jours, beaucoup de visiteurs en ce moment témoignent de ce que cette réalisation sera pour l'Afrique. Et c'est la vision d'un homme. Et nous pensons que nous voulons tout simplement contribuer à donner corps à cette vision. Georges Aboké. Oui, je pense qu'il faut féliciter M. Maktar Sylla, qui a une très grande vision et qui a compris que le développement de l'Afrique, de la même façon qu'on dit que pour qu'un pays se développe, il faut une économie forte, il faut une armée forte, il faut des gens forts, eh bien il faut également des médias forts. Et moi je suis de ceux qui ont intégré le fait que c'est en transitant par des médias du type label que l'Afrique va continuer d'avancer. C'est-à-dire des médias comme label permettront aux Africains
de nouveau de croire en eux, puisque c'est la valorisation de ce qui est en Afrique qui est mis en exergue sur le label. Et puis, c'est de cette façon-là qu'on pourra continuer d'avancer, qu'on pourra continuer de faire prendre conscience au niveau tant des jeunes que des dirigeants, et qu'on pourra, j'allais dire, continuer de mettre vraiment au premier plan ce que l'Afrique a de meilleur. Et c'est comme ça qu'on peut continuer de rêver d'une Afrique meilleure, j'allais dire. Aziz? Écoutez, en un mot, la belle radio-télévision est une grande ambition pour l'Afrique et on est confiant quant à l'avenir. Voilà, Actu 7 numéro 5 s'achève ici et maintenant. Merci à vous, Alex Berio-Momra. Merci Aziz Adewale Tchandi. Merci Georges Aboké de vous être prêté à cet exercice. Merci également à vous, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices de Label Radio et TV. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à vous la présenter. Retrouvez-nous dimanche prochain pour le même exercice. Excellente fin d'après-midi.